Accueille maintenant Thomas Abinal, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être là ce matin sur le plateau pour Monetiva. Et on va donc parler d'un concept qu'on évoque quand même assez souvent, mais qui fait partie d'une pierre intéressante à l'édifice patrimonial, c'est la nue propriété. Vous nous rappelez quand même brièvement le concept de la nue propriété? C'est pas si coquin que ça. Alors le principe de la nue propriété, il est dans le Code civil. Le Code civil a prévu effectivement qu'on puisse scinder le droit de propriété d'un bien en deux. D'un côté l'usufruit, donc c'est le droit d'habiter le bien ou de le mettre en location, et de l'autre la nue propriété, c'est le reste, c'est-à-dire en fait les murs. C'est-à-dire que quand vous êtes nu propriétaire, vous êtes propriétaire du bien, mais vous n'en avez pas l'usage. Exactement, vous avez laissé à un tiers cette capacité d'habiter ou de mise en location. Et donc vous n'en percevez pas les fruits non plus, faut bien le dire, c'est-à-dire non seulement Exactement. Vous n'en avez pas l'usage, mais en plus de ça, s'il y a un locataire dedans, vous n'en récupérez pas les loyers. Exactement, alors ça peut paraître paradoxal à premier abord, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt, j'ai envie de dire, de cette formule d'investissement, puisque évidemment, vous le savez, en économie c'est assez rationnel, le prix va donc s'ajuster. Et le prix d'achat de la nue propriété, quand vous investissez en nue propriété, ça va être grosso modo, le prix du bien en valeur de marché, moins les X années pendant lesquelles vous n'allez pas avoir le bien, les X années de loyer, du coup. Alors, les X années, on a coutume de dire que c'est plutôt 40%, c'est à peu près ça, 30-40%? Alors, ça dépend vraiment des formules. Ouais. Il y a beaucoup de formules différentes possibles sur le marché, mais vous avez en gros aujourd'hui sur le marché, en fonction des formats disponibles, des décotes, puisque ça s'appelle une décote, qui vont de, on va dire, de 15 à 50%, selon le schéma que vous choisissez, soit être en direct sur un bien dans le neuf, dans l'ancien, soit de la nue propriété de part de SCPI, soit un fonds qui achète de la nue propriété. Voilà, il y a plusieurs formules possibles. Du coup, à chaque fois qu'on a un interlocuteur qui vient nous vendre la nue propriété, moi j'ai toujours la même question, mais du coup, quel intérêt? C'est-à-dire que si la décote correspond finalement aux revenus que je ne vais pas percevoir, au final, bon an, mal an, c'est la même. Donc quel intérêt pour moi? Excellente question, Marie. C'est la question principale à laquelle il faut répondre. L'intérêt, je dirais, il est double. Il est en termes de sécurité et de rentabilité, ce qui va derrière donner un couple rendement-risque plus intéressant que la moyenne. Alors, sécurité, pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, quand vous investissez en nue propriété, finalement, vous allez percevoir des loyers sous forme de réduction de prix à l'entrée, immédiatement. Donc, grosse sécurité. Vous parliez, je crois, dans une émission récente de progression de taux d'impayés, etc. Par définition, vous échappez avec ce modèle à tous les affres de l'investissement locatif, les impayés, la vacance, etc. Et puis, vous avez fondamentalement une décote. C'est-à-dire que vous allez être propriétaire un jour dans le futur d'un bien qui vaut 100 aujourd'hui, mais peut-être qu'il vaudra 120 demain, et vous l'avez acheté peut-être à 50, 60, 70. Donc vous partez, j'ai envie de dire, avec un temps d'avance. Vous engrangez une marge de sécurité. Donc, grosse sécurité, ce qui pour une épargne longue, retraite, etc., est quand même assez intéressant. Et puis, vous avez aussi un avantage en termes de rentabilité, puisque dans le calcul du prix d'achat en nue propriété, il est basé sur des loyers bruts. C'est-à-dire avant fiscalité foncière dans le modèle classique. Et donc vous gommez la fiscalité foncière finalement. Oui, mais alors il y a une contrepartie, c'est que vous n'avez pas de revenus, donc c'est un c'est ça. Donc ça veut dire qu'en termes de cash au démarrage, il faut avoir une capacité d'épargne qui est considérable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'investissement locatif en se disant bon an mal an, les loyers que je vais percevoir vont rembourser, voire même dépasser les mensualités de crédit que je rembourse. Là, en l'occurrence. Alors c'est vrai que c'est typiquement le modèle classique de l'investissement locatif, mais j'ai envie de dire passé, puisque ce modèle-là que vous décrivez, il n'existe plus vraiment depuis assez longtemps. Il y a bien longtemps que les loyers ne suffisent pas à rembourser l'emprunt. Alors j'ai envie de dire, effectivement, ça s'adresse soit à des gens qui ont du cash à placer, qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas envie d'aller mettre en place un crédit pour financer un investissement immobilier. Il y en a, il y en a. Nous, à peu près, on a la moitié de nos clients qui ne mettent pas de levier financier dans ces opérations. Sinon, effectivement, vous pouvez faire un crédit pour acheter, mais c'est vrai que vous n'avez pas de revenus en face. Donc la question se pose de monter ce crédit soit sur d'autres revenus, soit sur un crédit in fine que vous rembourserez plus tard en revendant le bien. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est primordial, c'est que dans cette formule, vous avez aussi accès justement à un effet de levier qui est un petit peu similaire à l'effet de levier financier que vous décrivez dans un investissement locatif grâce au crédit. L'effet de levier dont je veux parler, c'est l'effet de levier sur le marché. C'est-à-dire que vous achetez un bien aujourd'hui qui vaut 100, peut-être 50, 60, 70 en fonction de la formule dans laquelle vous rentrez. Mais demain, ce bien, il vaudra peut-être 120, 130. Oui, mais enfin, il vaudra peut-être 20 aussi. Alors, bien sûr, vous vous exposez au marché. Il ne faut jamais oublier que la plus-value, elle n'est pas... elle n'est pas garantie. Bien sûr, vous êtes dans un cycle, bien sûr, vous êtes dans un cycle. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez capter
Par contre, par construction, 100% de la plus-value, si plus-value il y a, et vous avez bien raison d'insister sur ce point, on ne vend pas de la garantie, alors que vous n'avez pas investi 100% de la valeur du bien au départ. Et c'est ça qui va aussi bonifier la rentabilité. On a beaucoup insisté, enfin vous avez beaucoup insisté, et on le comprend sur les points positifs, les avantages. Est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire des inconvénients, mais des points d'attention sur lesquels il faut pas faire l'impasse? Alors, énorme point d'attention, c'est que par définition, vous êtes dans une épargne longue, puisque vous allez soit vous engager sur une durée, ce qui s'appelle d'usufruit, avec quelqu'un qui reste usufruitier pendant peut-être 7, 10, 15, 20 ans, donc c'est pas neutre. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un engagement, finalement... C'est quoi la durée moyenne, du coup ? On va dire que c'est entre 10 et 20 ans. Hein. Ou bien même, vous allez parfois, dans certaines formules, consentir aux vendeurs qui restent usufruitiers un usufruit à vie. Vous ne savez pas du coup combien de temps vous vous engagez. Et donc ça, c'est le point d'attention. C'est-à-dire que par construction, c'est de l'épargne longue. Un investissement locatif, c'est pas fait pour en sortir dans 3 ans ou dans 5 ans, mais vous pouvez le faire. Là, c'est pas l'idée. C'est vraiment plutôt de l'épargne retraite à 10-20 ans ou de la constitution de patrimoine pour les enfants. Donc ça, c'est un prérequis très fort. Et donc, effectivement, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans ce schéma. Est-ce que le contexte actuel, avec les questions de taux, influe votre marché ? Alors, par construction, pour ceux qui veulent mettre du financement sur ces opérations-là, on est exposé aux problématiques que Marie décrivait aujourd'hui, de hausse des taux de crédit, enfin des taux d'intérêt et puis de blocage de taux d'usure, donc dû au taux d'usure. Donc oui, on est exposé un peu à ces problématiques de financement. Néanmoins, comme je le disais, c'est quand même un investissement où il y a beaucoup d'investissements qui se font au cash, puisqu'il y a cet effet de levier naturel. Donc je dirais moins que l'investissement locatif classique. Voilà. Et moi j'ai une vraie question sur la dégradation du bien, sur les impacts aussi là, des DPE en ce moment, parce que souvent on fait de la nue propriété dans le neuf, mais il y en a d'autres. Hein. Nous on fait que de l'ancien. Voilà, et c'est pour ça, alors ça tombe très bien. Comment ça se passe? Moi je suis nue propriétaire, c'est à moi d'assurer les travaux de rénovation en vue de l'interdiction à la location des passoires thermiques. Comment ça se passe si le locataire il dégrade le bien, je le récupère en piteux état? Il y a deux sujets très différents là, mais il y a effectivement l'état du bien et la façon dont l'usufruitier va conserver le bien dans la durée. Là, j'ai envie de dire, c'est comme l'investissement locatif, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en place, qui est censé rendre le bien dans son état normal, c'est-à-dire que vous avez un coefficient d'usure, mais il n'est pas censé saccager le bien. Donc là, je dirais que c'est exactement la même prise de risque qu'en investissement locatif. Vous achetez un bien, il est pricé en l'état, vous avez quelqu'un qui doit le conserver en l'état. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est la question. Mais bon, vous avez au départ un propriétaire souvent qui devient occupant. Donc je dirais que c'est pas tout à fait non plus la même mentalité que les locataires en moyenne. Probablement, il va avoir tendance à prendre soin de son bien mieux ou plus. Ça, c'est pour la question de l'état du bien au final. Donc, effectivement, il n'y a pas de magie. À noter quand même que dans les formules d'investissement en nue propriété dans le neuf, le bailleur social prend quand même des engagements de remise en état. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est un plus du neuf, si je puis le dire. Ainsi, il y a d'autres inconvénients à côté, mais c'est un plus du neuf sur ce point-là. Et sur la rénovation énergétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même, justement, dans l'ancien, un certain nombre de vendeurs qui font ça, qui vendent en nue propriété, pour pouvoir aussi assumer des coûts futurs plus importants qu'auparavant, et notamment des coûts de rénovation énergétique. Hein. Nous, on a sondé, on a fait un sondage sur 1000 seniors propriétaires qui s'intéressaient à la vente en nue propriété, et dans 30%, ils disaient on va faire des travaux de rénovation énergétique. Mais donc c'est moi propriétaire qui doit faire les travaux, là, pour le coup? Alors, ça dépend vraiment de la nature des travaux, parce que vous avez des travaux qui peuvent être faits au niveau du logement privé, j'ai envie de dire. Donc ça, chaque usufruitier peut changer ses ouvrants, peut doubler ses murs, etc. à l'intérieur. Et puis après, vous avez des travaux de rénovation énergétique qui sont plus liés à la copropriété, donc qui vont de toute façon dépendre de la volonté de la copropriété de faire des travaux. La grande ligne de partage sur ces sujets-là, ça reste l'article 605-606 du Code civil, c'est-à-dire que le nu propriétaire, d'une manière générale, prend des engagements de financement de tout ce qui serait grosse réparation. Hein. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les travaux de rénovation énergétique vont être des grosses réparations? C'est une réflexion, je dirais, qui est en cours, hein, et tous les notaires ne sont pas forcément très clairs là-dessus, mais probablement qu'un certain nombre de travaux d'isolation des façades vont être à la charge des propriétaires, comme du 606, et donc à la charge du nu propriétaire. Merci beaucoup, Thomas Abidal, d'être passé nous voir pour Monetivia.